Bonjour, je m'appelle Elsa Joen, je suis conseillère en micronutrition et l'une de mes spécialités c'est l'alimentation des enfants. Voilà pourquoi je voulais vous proposer aujourd'hui cette vidéo sur ce sujet. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'alimentation des enfants, d'ailleurs j'en fais un sujet de formation qui dure plusieurs heures voire plusieurs jours, donc évidemment on ne pourra pas être exhaustif sur ce sujet dans une courte vidéo. Il y a quand même quelques notions de base, quelques grandes lignes que j'aimerais pouvoir partager avec vous. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler plus spécifiquement des enfants d'âge scolaire. On ne va pas aborder la santé des petits bébés parce que c'est un sujet encore plus complexe et très différent. Ça reste quand même une tranche d'âge assez large, de 3 ans à la vingtaine, disons. Donc évidemment, les besoins sont différents et on ne pourra pas aborder avec précision chaque tranche d'âge à l'intérieur de cette catégorie. Mais si vous avez des enfants scolarisés, il y a certainement des questions que vous vous êtes déjà posées et certains éléments que vous allez pouvoir retrouver dans cette vidéo pour vous donner vraiment les grandes lignes. Alors on va procéder dans l'ordre chronologique d'une journée et commencer par ce qui sera à mon avis le plus long des sujets, le petit déjeuner. Le petit déjeuner chez les enfants occidentaux, chez les enfants français, c'est vraiment la catastrophe. On a de très mauvaises habitudes alimentaires avec nos enfants, tout simplement parce que la plupart des enfants français mangent au petit déjeuner du sucre. Que ce soit des confitures, des pâtes à tartiner sucrées, des jus de fruits, ou même des choses faites maison, des confitures maison, du pain. On a parfois l'impression que c'est plus sain de donner une tartine de pain et confiture plutôt que des céréales industrielles. Dans une certaine mesure, c'est vrai, mais ça reste des choses qui sont sucrées. Que ce soit le sucre en poudre, le sucre écrit sur la liste des ingrédients d'un aliment, ou que ce soit les aliments qu'on appelle à charge glycémique élevée, comme par exemple le pain blanc qui a un index glycémique très élevé, une charge glycémique élevée quand il est consommé seul. Tous ces aliments ont pour effet de faire monter la glycémie le matin au réveil quand notre glycémie est la plus basse puisque nous n'avons pas mangé depuis plusieurs heures. Le fait de manger ces aliments sucrés va faire monter le taux de sucre dans le sang. Et notre organisme, son objectif, c'est toujours de maintenir la glycémie la plus stable possible, autour de 1, en dessous de 1 g par litre. Et donc l'organisme va devoir réagir. Il va réagir en sécrétant de l'insuline. Donc c'est une hormone qui permet d'enlever le sucre qui est dans le sang et d'aller le stocker ailleurs. Il va être stocké en particulier au niveau du foie et au niveau du tissu adipeux. C'est pourquoi on sait que la consommation excessive de sucre est à l'origine des problèmes de surpoids, qu'on retrouve maintenant même chez les enfants, et aussi de cette maladie qu'on appelle NASH ou stéatose hépatique, qu'on trouve aussi malheureusement déjà maintenant chez les enfants et les adolescents, et qui est due au fait que ces consommations de produits sucrés et à charge glycémique élevée va faire stocker du gras au niveau du foie pour permettre à la glycémie, au taux de sucre dans le sang de rester stable. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment la brutalité de ces phénomènes. Si ma glycémie est basse le matin et que je la fais monter de manière brutale et excessive avec un produit à charge glycémique élevée, l'insuline va être sécrétée de manière aussi brutale et ma glycémie va redescendre et s'effondrer aussi très rapidement. C'est un processus qui sera mal contrôlé. Et donc, on va aboutir à quelque chose qu'on observe très souvent chez les enfants. Après quelques heures, en général en milieu de matinée, un coup de pompe, un coup de barre, des fringales. Donc, ce sont des enfants qui vont aller manger souvent encore des choses sucrées à la récréation du matin et qui vont avoir des difficultés de concentration, des difficultés d'apprentissage, voire même des problèmes d'agitation en classe. Donc c'est vraiment pas anodin, c'est vraiment quelque chose qu'on peut corriger en diminuant l'index glycémique du petit déjeuner. Donc ça veut dire vraiment essayer de supprimer ces produits sucrés et de se tourner vers d'autres choses. L'autre élément sur lequel on peut discuter, et ça rejoint le problème de la charge glycémique, ce sont les boissons, puisque le matin quand on se réveille, on a besoin de s'hydrater, c'est normal. Et comme la plupart des adultes vont boire un thé ou un café, on ne propose pas ça aux enfants, et la plupart des enfants vont plutôt se voir proposer des jus de fruits ou des boissons à base de lait avec du cacao par exemple, qui sont aussi souvent sucrées. La question du lait, c'est aussi une question qui peut se poser pour un certain nombre d'enfants, puisque les problèmes digestifs liés aux produits laitiers, au lait sous sa forme liquide, sont fréquents, mais on ne va pas creuser plus ce sujet, puisque ça reste une problématique d'ordre fonctionnel, voire pathologique.
Donc on va rester sur des choses, simplement des conseils d'alimentation. Et les jus de fruits, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, même si c'est un jus de fruits de qualité, même si c'est labellisé bio, même si c'est frais, ça reste un produit très sucré, très sucrant, un produit qui va faire monter la glycémie, parce qu'il n'y a pas de fibres. Quand vous buvez le jus d'un fruit, ce n'est pas la même chose que quand vous croquez un fruit. Il n'y a pas de mastication, il n'y a pas les fibres qui sont associées, et donc la digestion est très rapide, et l'entrée du sucre dans le sang est très rapide et très brutale aussi. Donc si on veut consommer des fruits pour les vitamines, c'est vrai que les fruits peuvent apporter des vitamines comme les oranges, les kiwis, c'est très intéressant. Il vaut mieux les proposer à vos enfants sous la forme entière et les laisser mâcher, mastiquer le fruit. Ils vont étancher leur soif dans une certaine mesure aussi. Et simplement pensez à leur proposer de boire de l'eau. Et si vous avez le temps et si votre enfant aime, il peut aussi boire des tisanes, des infusions de plantes. Il y a plein de choses qui conviennent aux enfants au niveau du goût et qui ne sont pas contre-indiquées. Donc l'hydratation c'est important, mais vraiment faites l'impasse sur tout ce qui va amener du sucre dans le bec de vos enfants dès le matin. Les enfants aussi, si on leur propose des choses un petit peu alternatives, un petit peu différentes quand ils sont petits, de préférence au moment de la diversification alimentaire, en tout cas au moment où on commence à leur proposer un petit déjeuner, eh bien, figurez-vous que les enfants n'ont pas du tout d'a priori. Il n'y a pas de raison qu'un enfant refuse de manger un petit déjeuner salé ou de croquer des légumes par exemple si ses parents le font et si on lui propose dès son plus jeune âge. Par contre, bien entendu, si vous, après cette vidéo, vous décidez de changer vos habitudes à la maison, si vous avez un enfant scolarisé, un enfant de 8 ans, 10 ans, qui a toujours mangé des céréales au petit déjeuner et que vous avez envie de changer, bien sûr, il va falloir y aller progressivement et aussi montrer l'exemple. Si vous n'accompagnez pas, ce ne sera pas crédible du tout auprès de votre enfant. Alors, quelques idées que vous pouvez proposer à vos enfants, bien sûr, donc des fruits entiers. Quand je dis entiers, on peut bien sûr les couper en morceaux, mais c'est simplement par opposition au jus et aux compotes. On peut proposer des oléagineux à croquer, des amandes, des noix, des noisettes, même des cacahuètes, pourquoi pas, non salées bien sûr, et à partir de l'âge où l'enfant est capable de mastiquer ça sans danger, bien entendu. On peut proposer tout ce qui est yaourt ou fromage blanc, des produits laitiers, encore une fois, si l'enfant les tolère sur le plan digestif. On peut éventuellement proposer les alternatives végétales, si vous avez l'habitude de consommer des yaourts au soja, des yaourts coco. Les enfants peuvent tout à fait manger ça le matin et on peut les agrémenter avec quelques fruits. Ça reste dans l'idée d'un petit déjeuner sucré, disons à tendance sucrée, en tout cas non salé, mais qui va déjà être plus saine puisqu'à charge glycémique bien plus faible. On peut tout à fait aussi proposer, pourquoi pas, de l'avocat, des légumes crus, des bâtonnets de carottes. Tout est possible, il n'y a aucune raison de se restreindre dans ses intentions au niveau du petit déjeuner. Quand les enfants vont grandir, pourquoi pas, ils peuvent peut-être aimer, en tout cas s'ils vous voient le manger, ils vont peut-être avoir envie de manger un œuf, du fromage, du jambon. Ce sont les choses qu'on recommande souvent dans le petit déjeuner en micronutrition. Attention cependant chez les enfants petits, ça représente une charge en protéines animales qui peut être un petit peu élevée. Chez un enfant de 3-4 ans, s'il mange un œuf le matin, il faudra restreindre quand même les apports de protéines animales le midi et le soir. Et comme souvent il mange à la cantine le midi, on n'a pas toujours la main sur ça. Alors en tout cas, si vous faites ça, soit restreindre les quantités, limiter les quantités, soit ne pas le faire tous les jours. Simplement pour être attentif à la quantité de protéines, et en particulier la quantité de protéines animales qui est consommée sur toute la journée. Donc pour résumer, un petit déjeuner à charge glycémique basse va venir vraiment aider vos enfants au niveau de la concentration, des apprentissages, limiter les coups de pompe en milieu de matinée. Chez les adolescents, un très bon argument marketing pour le petit déjeuner à charge glycémique basse, c'est l'effet sur l'acné, puisque l'acné a une composante inflammatoire et que la stimulation incessante de l'insuline, comme on fait en mangeant ces aliments à charge glycémique élevée, est un des éléments qui va vraiment favoriser l'inflammation. Donc si on veut diminuer l'inflammation, on doit travailler sur la sensibilité à l'insuline et donc arrêter de stimuler la production d'insuline avec des aliments sucrés. Même problématique chez les jeunes filles, les jeunes adolescentes qui sont réglées et qui souvent souffrent de règles douloureuses. C'est assez fréquent dans les premières années de cycle menstruel et là aussi, il y a une composante hormonale bien entendu, mais il y a une composante inflammatoire
Et encore une fois, en améliorant la sensibilité à l'insuline, on peut améliorer la manifestation inflammatoire et avoir vraiment un effet positif sur éventuellement ces douleurs menstruelles. Donc ça a vraiment un intérêt concret. Deuxième petit temps alimentaire, rapidement, parce que ça ne concerne pas tous les enfants, c'est la collation matinale. Alors la collation matinale, c'est vraiment un sujet qui fait débat depuis des années. À un moment donné, il était admis qu'il fallait arrêter de faire cette collation matinale. Ça a souvent lieu plutôt à l'école maternelle. Disons qu'actuellement, ce qu'on constate, c'est que certaines écoles maternelles continuent de proposer une collation instaurée au sein de la classe. Et souvent, à l'école primaire, il y a encore des enfants qui emportent un goûter, qui mangent un goûter pour la récréation du matin. Par la suite, c'est moins problématique, c'est pas quelque chose qu'on rencontre encore beaucoup. Alors, un des métiers qui s'est toujours élevé contre la collation matinale, ce sont les dentistes, puisque évidemment les enfants ne peuvent pas se brosser les dents après cette collation, et que là encore une fois, ce sont souvent des produits sucrés qui sont proposés. Les autres corps de métier ne sont pas tous d'accord, c'est la raison pour laquelle on peut encore trouver des collations matinales dans certaines garderies et certaines maternelles. L'argument qui est proposé, c'est que certains enfants ne mangent pas le matin à la maison ou viennent à l'école trop tôt. Donc ce sont des arguments qu'on peut entendre. Je pense que ce qui serait important, c'est de laisser le choix aux enfants, de ne pas trop institutionnaliser cette collation, de manière à ce que les enfants qui n'ont pas faim, qui prennent un petit déjeuner correct à la maison, n'aient pas la tentation de venir grignoter et peut-être laisser la solution aux autres, à ceux qui ont faim, à ceux qui n'ont pas mangé ou qui ont mangé très tôt, de pouvoir manger quelque chose. Et à ce moment-là, essayer de proposer des choses, encore une fois, moins sucrées, éviter vraiment les produits industriels, les gâteaux, les sucreries, qui vont encore une fois faire le jeu de ces hypo- et hyperglycémies en alternance, et à donner sans cesse des fringales, ce qui conduit aussi les enfants à ne manger que des petits casse-croûtes, que des petites choses sucrées, et donc consommer beaucoup de calories, et qu'on appelle des calories vides. Donc beaucoup de calories et pas beaucoup de nutriments. Donc il va manquer des nutriments, il va manquer des apports alimentaires, alors que l'enfant finalement n'aura fait que grignoter toute la journée. Ce qu'on va pouvoir proposer, ça par exemple des petits légumes à croquer, des fruits entiers, pourquoi pas un morceau de fromage si c'est proposé par l'école et qu'il y a un accès à un frigo, des fruits secs, voilà, c'est possible pour les enfants qui ont faim, mais si on met en place un petit déjeuner correct à un horaire acceptable, bien sûr ça dépend des familles et des écoles, en principe il n'y a pas besoin. Troisième grand temps dans la journée des enfants, c'est le repas de midi. Et là, j'ai envie de vous parler plus particulièrement du repas de midi qui est pris à la cantine, puisque c'est le cas de beaucoup d'enfants, même si il faut relativiser, ça ne représente que 4 repas par semaine et environ une trentaine de semaines par an, puisque quand ils sont en vacances, ils ne mangent pas à la cantine. Mais c'est souvent une source d'inquiétude pour les parents qui sont préoccupés par l'alimentation des enfants, puisqu'ils n'ont pas la main sur ce qui est servi à la cantine. Alors la première des choses, c'est qu'on peut quand même être rassuré sur la qualité de ce qui est servi dans les cantines, puisqu'il y a beaucoup de réglementations. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on fait de la cuisine collective, mais ces réglementations reposent principalement sur la sécurité bactériologique. C'est normal. Mais finalement, j'ai envie de vous dire que plus on bétonne la sécurité bactériologique, et plus on perd en richesse nutritionnelle, puisque vous savez certainement qu'il y a certaines réglementations qui vont très loin, certaines cuisinières de cantine qui n'ont pas le droit d'utiliser des œufs frais par exemple. Il y a vraiment des grandes variations individuelles d'une école à l'autre, d'une cantine à l'autre, parce que les personnels de cantine sont des personnels municipaux, et donc ça peut être des personnes qui sont plus ou moins formées à l'aspect nutritionnel, et aussi des communes qui sont plus ou moins sensibles à cette question. Donc c'est difficile d'avoir un avis, on ne peut pas avoir un avis général sur cette question. Il y a vraiment de grandes disparités entre une école et une autre. Ce qui est positif, c'est qu'il y a une loi depuis 2 ans environ qui oblige les écoles à préparer, à présenter un repas végétarien par semaine. Donc c'est intéressant parce que effectivement on sait que dans notre alimentation occidentale on consomme trop de viande, trop de produits animaux. Donc ça peut être intéressant pour les enfants de découvrir des repas végétariens si c'est quelque chose qu'ils ne font pas à la maison. Attention toutefois à voir si
justement quand le personnel n'est pas habitué, n'a pas été formé à servir correctement des repas végétariens, vérifier si ça n'a pas été remplacé par des produits industriels, du style nuggets de blé, steaks de soja industriels qui nutritionnellement ne sont pas très intéressants. L'autre chose positive, c'est qu'en général, il y a un repas par semaine qui est composé de poissons. Donc on sait que le poisson, c'est important pour les apports en oméga 3 particulièrement. Donc on sait que l'enfant en a déjà mangé au moins une fois dans la semaine, si tout se passe bien à la cantine. En gros, si vous faites une deuxième fois du poisson dans la semaine en famille, soit un soir, soit le mercredi, soit le week-end, vous savez que votre enfant a mangé 2 portions de poisson par semaine et c'est ce qu'on recommande de manière générale en micronutrition. Dernier point positif, en général, il y a des légumes. Ça arrive qu'il y ait certains repas de cantine qui ne proposent aucun légume, mais c'est quand même rare. Ça fait partie des grands sujets. On est toujours persuadé que les enfants n'aiment pas les légumes. A priori, à la cantine, ils en mangent. Il y a quelques points négatifs, c'est mon opinion. Je trouve qu'il y a souvent quand même encore trop de choses sucrées, puisqu'il y a systématiquement un dessert. Et je ne pense pas que ça soit forcément indispensable de proposer systématiquement un dessert aux enfants, d'autant plus que certains enfants ne mangent pas du tout le repas et ne vont se nourrir que du dessert. Mais ça, c'est aussi des problèmes de comportement et des problèmes de gestion de grands groupes. C'est assez compliqué, je me garderai bien de juger ce sujet. Et puis, les produits qui sont servis dans les collectivités ne sont pas toujours optimisés sur le plan nutritionnel, c'est-à-dire quelle a été la filière de production, est-ce qu'il y a suffisamment de fibres, c'est souvent des problèmes qu'on peut retrouver, puisque on sait que par exemple, nutritionnellement, du riz blanc et du riz complet, ce n'est pas la même chose. Une carotte biologique de variété ancienne, ce n'est pas la même chose qu'une carotte produite en grosse quantité, qui a traversé toute la planète pour être servie dans une boîte de conserve. Toutes les deux s'appellent carottes, et évidemment, sur le plan nutritionnel et micronutritionnel, ça n'a rien à voir. Pour aller plus dans le détail, ça prendrait des heures, donc je ne peux pas plus approfondir que ça cette question. Ce sont des questions qui peuvent être optimisées quand les parents sont bien formés, bien informés, et peuvent communiquer avec les personnels de cantine et avec les communes pour essayer d'optimiser ces valeurs-là. C'est vraiment possible, il y a de plus en plus d'écoles et de communes qui travaillent dans ce sens. Le dernier point sur lequel il y a parfois des manquements, à mon sens, ce sont les matières grasses. Les matières grasses sont des aliments, enfin des nutriments qui sont vraiment très importants dans l'alimentation des enfants. Ils ont besoin d'une grande quantité de matières grasses dans leur apport énergétique journalier, en particulier par rapport au développement du cerveau, donc c'est vraiment très important. On a parlé rapidement des oméga 3, là aussi c'est un sujet que je pourrais développer pendant des heures, mais je crois que c'est un élément sur lequel il n'y a pas beaucoup d'attention qui est apportée dans les cuisines collectives. Ça peut être assez compliqué de fournir des huiles de bonne qualité, des matières grasses riches et de bonne qualité, aussi parce qu'on a encore cette a priori qu'il faut limiter les produits gras. Vous savez que c'est le message qu'on entend d'ailleurs à destination des enfants. Ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Je pense que dans ce message, on vise le gras industriel, mais malheureusement, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut limiter les matières grasses, et ça, si on le prend au pied de la lettre, c'est complètement faux. On avance dans la journée et on arrive au goûter, la collation de l'après-midi. C'est intéressant de prendre une collation, même pour les adultes. Moi, je le recommande souvent. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez envie de prendre les choses en main et changer l'alimentation de vos enfants, eh bien, sachez que vous allez pouvoir vous asseoir avec vos enfants après l'école et prendre un petit goûter avec eux, il n'y a pas de problème. C'est le moment de la journée où on peut manger un petit peu sucré, même pour nous les adultes, mais quand je dis un petit peu sucré, c'est encore une fois, on évite tout ce qui est calories vides, on évite tout ce qui est aliments ultra transformés, les listes d'ingrédients à rallonge, les produits emballés, suremballés, colorés, plein d'additifs, tout ça, vraiment, c'est interdit. On va plutôt aller chercher, là encore, les fruits secs, les oléagineux à croquer, les purées d'oléagineux pour se faire des tartines, sur un bon pain de qualité,
un pain fermenté fait avec des céréales vraiment de bonne qualité. C'est un super aliment si on peut le trouver. On peut manger, pourquoi pas, du chocolat. Essayer d'avoir le chocolat le plus riche en chocolat possible, puisque par exemple, 70% de chocolat, c'est quasiment 30% de sucre. Pas beaucoup d'enfants mangent du chocolat noir 70% ou plus, et pourtant, si on s'habitue, vraiment il faut y aller progressivement, commencer par le type de chocolat que vous avez l'habitude de donner à vos enfants, et regarder le pourcentage et augmenter le pourcentage de cacao vraiment très très lentement, semaine après semaine, et tout le monde peut s'habituer à manger moins sucré. Quand on est habitué à manger moins sucré, on ne supporte plus les produits industriels qui sont vraiment trop sucrés pour le palais. Et là, on se rend compte de à quel point on est intoxiqué, drogué par le sucre. Et pour finir la journée, on va évoquer le dîner. Alors évidemment, il ne faut pas avoir pris un goûter, une collation trop importante, sinon au dîner, on n'a plus faim. Ce qu'on recommande de manière générale dans la chrononutrition, la micronutrition, c'est le dîner végétarien. Ça a particulièrement son sens pour les enfants, puisque nos enfants occidentaux mangent encore une fois souvent trop de protéines animales, et puisqu'ils en mangent quasiment systématiquement à midi à la cantine, n'hésitez pas à faire un repas végétarien le soir. Ça vous profitera à vous aussi les adultes, parce que les protéines animales, c'est plus difficile à digérer, et aller se coucher l'estomac plein de raclette ou de steak, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus facile pour s'endormir. Donc c'est le soir que vous allez pouvoir tester toutes les super recettes végétariennes qu'on trouve dans tous les livres d'alimentation végétarienne qui sont maintenant pléthores dans les librairies, dans les magazines ou sur internet. Et ça peut être tout simplement des plats tout simples, des pâtes avec des légumes, des lasagnes de légumes, des quiches de légumes. Mettez les légumes à toutes les sauces. N'oubliez pas que les légumes et les fruits, c'est 5 portions par jour. Ça, c'est un message de santé publique avec lequel je suis vraiment d'accord. Et finalement, amusez-vous avec vos enfants, faites un petit tableau et cochez dans la journée qui a mangé ces 5 portions de fruits et légumes par jour. Et vous allez voir qu'on y arrive souvent, pas tous les jours. Donc si vous ne mettez pas de légumes au dîner, vous n'arriverez jamais à atteindre les 5 fruits et légumes par jour. C'est indispensable de manger suffisamment de fruits et légumes de bonne qualité pour avoir des fibres, pour avoir des vitamines, pour avoir des nutriments, pour avoir des antioxydants. Et c'est vraiment gage de votre santé, de la santé de vos enfants et leur santé future. Voilà, pensez aux légumes à tout moment de la journée. N'hésitez pas à utiliser des huiles végétales pour compenser un peu le manque de matière grasse qu'il peut y avoir dans le repas de midi. Utilisez par exemple l'huile d'olive. L'huile d'olive peut être utilisée pour cuire, mais aussi l'utiliser crue en assaisonnement sur vos salades, vos crudités, mais aussi simplement sur votre assiette, même si elle est chaude. En huile crue, vous pouvez aussi utiliser l'huile de colza qui va venir apporter toutes sortes d'acides gras de manière assez équilibrée. Et vous pouvez aussi utiliser l'huile de cameline qui est une huile très très riche en oméga 3. Attention, ce ne sont pas les mêmes oméga 3 que dans le poisson, donc c'est très bien de continuer à manger quand même du poisson 2 fois par semaine. Et vous avez pour les enfants, si vous n'avez pas trop l'habitude, des bouteilles d'huile en verre qu'on trouve dans les magasins bio, qui sont des cocktails d'huile avec lesquels vous avez une qualité et une répartition des types d'acides gras qui est optimisée pour les besoins des enfants. Et là, on n'hésite pas, on range sa bouteille au frigo et on met une cuillère sur toutes les assiettes des enfants le soir au dîner. Et pour finir, encore une fois, je pense que le message sera passé, évitez les sucreries le soir qui vont vous empêcher de dormir et aussi empêcher vos enfants de dormir. Si chez vous, tous les soirs, c'est la crise des enfants excités, énervés, qui ne veulent pas aller se coucher, supprimez les sucreries. C'est pas une punition, peut-être trouver une stratégie différente, proposer quelque chose d'autre, proposer des fruits, s'ils ont l'habitude de manger un yaourt ou une compote, l'accompagner avec quelque chose de gras, croquer quelques amandes, accompagner vos produits sucrés avec un produit gras va permettre de descendre l'index glycémique et progressivement désucrer le palais et perdre l'habitude de manger des sucreries. Vous gagnerez vraiment en sérénité et en qualité de sommeil.